Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans Pop Classique numéro 2. Comment ça va Thomas? Ça va super, toujours en crève. On va préciser quand même qu'on enregistre tout en même temps et que je Oui, suis toujours malade. C'est pas que ça fait pas 2 mois et demi que je suis malade, c'est juste qu'on enregistre plusieurs épisodes la en crève 3 jours. la crève la plus longue du monde. C'est ça. Non voilà, on précise pourquoi on enregistre cet épisode en avant, c'est parce que je pars en vacances au Japon. Et donc Oui, très honnêtement, je ne vais c'est pas avoir le temps d'enregistrer sur place. c'est ton Donc tour. c'est mon tour après toi. Je pars au Japon de mon côté, donc je suis très très content et je pense qu'au moment où vous écoutez cet épisode, j'y suis. Donc je vous Oui. fais un coucou du futur. Voilà, je De quoi on suis parle là-bas. aujourd'hui? On parle de quoi? On parle de Spider-Man, mais pas un seul film Spider-Man. En fait, on va parler de tous les films Spider-Man. On va juste s'intéresser aux films live action. On ne va pas Mhm. parler des films animés, donc notamment Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Ouais. Petit rappel, on a fait un pop tier sur Across the Spider-Verse. Mhm. N'hésitez pas à aller l'écouter. Et donc, on va s'intéresser aux 3 films de Sam Raimi, aux 2 films de Mark Webb et aux 3 films de John Watts. Ouais. Et je propose qu'on commence dès maintenant par s'intéresser au premier, Spider-Man premier du nom, réalisé par Sam Raimi, sorti en 2002 avec Tobey Maguire dans le costume, Kirsten Dunst en MJ, MJ, merci, et puis James Franco qui faisait voilà son Harry Osborn. Harry Osborn, exactement. Voilà. Donc, on commence maintenant à parler de celui-là qui est un peu celui qui a tout lancé à l'époque et avec X-Men, l'un des premiers super-héros Marvel qui a eu de la gueule en fait et Ouais. qui a vraiment lancé un petit peu cette franchise de super-héros, même s'il y avait eu des itérations un petit peu à droite à gauche dans les années 70-80, mais qui avaient fait des fours. Donc dis-moi toi, est-ce que déjà tu as un souvenir précis de ce film-là? Est-ce que tu l'as vu en salle? Comment tu l'as découvert? 2002, ouais, je pense que c'était l'époque où j'allais beaucoup plus au cinéma, donc j'avais 12 ans. Je crois que le premier film que je suis allé voir en salle, je devais avoir 9 ans. OK. Donc Spider-Man, oui, je suis allé le voir en salle. Excellent souvenir de découverte en salle. Pour faire un petit point de contexte, à cette époque-là, Hollywood est vraiment en train d'explorer le renouveau du super-héros et de tenter des choses. Il y a eu des premières adaptations de comics fin des années 90 autour de Blade. Bon, qui avait pas beaucoup de budget, qui avait un petit peu marché, mais c'était un peu sous les radars quand même côté grand public. Et arrive l'année 2000 avec X-Men côté 20th Century Fox. Et là, c'est la radia. Mmh. Hollywood se réintéresse à tout ça et Spider-Man fait partie des vrais fleurons en fait des adaptations de super-héros au début des années 2000 et c'est là on va le rappeler quand même puisque maintenant c'est pas forcément évident mais Marvel Studios n'existe pas encore Non. et les grosses licences de comics Marvel sont toutes ailleurs que chez Marvel Studios. Elles sont un petit peu chez 20th Century Fox, un petit peu chez Sony. Et les principales, en réalité, X-Men, 4 Fantastiques et Spider-Man, sont pas à l'intérieur de chez Marvel. Et Spider-Man fait un carton absolu en 2002. Et c'est tout à fait mérité parce que c'est un excellent film Mmh. qui montre un petit peu qu'est-ce que ça peut être que la forme d'un film, on va dire, séminal en fait, une origin story comme on les appellera plus tard. Euh, Qu'est-ce que c'est, quel est le format en fait que ça peut prendre et je trouve qu'il y a tout qui est dans ce film là de Sam Raimi en 2002. Ouais, je suis entièrement d'accord. Alors moi aussi, je précise que je l'ai découvert en salle au même âge que toi, parce qu'on a le même âge. Donc j'ai découvert Oui. à 12 ans en salle et je m'en souviens très très bien. C'était une super expérience. On n'était pas habitué à voir ce genre de film parce que X-Men était un poil plus adulte, Spider-Man l'est un peu moins, donc ça touchait aussi un public plus ado. En tout cas, moi j'ai découvert Spider-Man après X-Men et c'est pareil, c'était une super expérience. Je suis entièrement d'accord avec toi, ce côté origin story qui à l'époque en fait était pas vraiment une formule classique. C'était quelque chose qu'on découvrait en fait, donc on n'était pas lassé de cette façon d'amener un personnage. En Mhm. plus, amener Spider-Man, c'est entre guillemets un peu facile parce que c'est un lycéen, il va être piqué par une araignée, etc. On ne fait pas toute l'histoire, vous la connaissez tous par cœur, mais il y a vraiment ce truc de découverte du voyage du héros qui est un peu facile à mettre en scène, mais Mhm. Sam Raimi le fait extrêmement bien. Et je pense qu'il faut qu'on s'attaque un petit peu à la façon dont Sam Raimi en fait a pris le super-héros Spider-Man et Ouais. on a fait cette trilogie grâce à Tobey Maguire et son Mhm. interprétation aussi. Toi, tu t'en as pensé quoi, toi, de ce premier film et de ce lancement en fait de trilogie?
ce qui est pas du tout évident avec un personnage comme Spider-Man, c'est que ça peut très vite partir un peu dans le n'importe quoi. Mhm. Comme beaucoup de super-héros, hein, de toute manière. Et là, il fait le choix très conscient au début du film et de cette trilogie de se centrer énormément sur Peter Parker. Ce qui est un petit peu le centre de tout ça, hein. C'est-à-dire que on va comprendre qui il est, s'identifier à lui, et ensuite débloquer ses pouvoirs, et donc créer une surcouche à ce personnage, qui est donc celui celle de Spider-Man, et comprendre un petit peu comment il va agir avec tout ça. Mhm. Et l'objectif, ça va être de nous faire continuer à nous identifier à Spider-Man, euh, même si nous, on n'a pas de super pouvoir. Et ça fonctionne super bien parce que Peter Parker, on s'est déjà identifié à lui. C'est un ado, tout à fait classique. Alors, il faudra qu'on y revienne, mais c'est vrai que Tobey Maguire, c'est peut-être pas le visage adolescent typique. Je pense que c'est un des trucs qui lui a été reproché à l'époque. C'est un truc de l'époque aussi, hein. Dans les séries télé, on engageait souvent des acteurs trentenaires pour faire des lycéens. C'était moins choquant à l'époque. Aujourd'hui, on le voit un peu plus, quoi. Ouais, mais tout ça pour dire que bon, c'est un adolescent classique, c'est-à-dire qu'il a ses problèmes de confiance en soi, il sait pas comment parler à celle qu'il aime, il a évidemment un bully qui essaie de le racketter, enfin pas vraiment, mais bon, qui Lui en défoncer la profite, gueule, quoi. hein, quand même, hein. Ouais. Voilà, donc le fameux Flash, etc. Et arrive ce moment hyper important qui est que bah il est mordu par une araignée, il développe des pouvoirs, et là il y a une vraie métaphore qui est très appuyée sur la crise d'adolescence en réalité, sur la puberté. Sur la puberté, ouais. Dans Spider-Man 2002, c'est voilà, comment on fait pour comprendre tout ça et s'adapter. C'est même, je trouve, avec des gros sabots parfois, hein, avec ouais. une vision d'adulte aujourd'hui. Tu vois oui, bien sûr. les poils qui sortent des doigts, Ouais, voilà, en fait, qui sont qui lui permettent de s'accrocher en fait au mur. Donc ça fait justement un peu la puberté. On a des nouveautés qui apparaissent sur notre corps. Des fluides corporels. Exactement, les voilà. fluides corporels, etc. Bon, il y a c'est vrai tout que ça c'est très évident. Fluides corporels qui sortent littéralement d'ailleurs de son corps, ce qui est pas canon dans les comics en fait. Normalement, c'est Oui. un gadget qu'il a accroché au poignet. Et d'ailleurs, ils s'en moqueront dans No Way Home bien plus tard. Donc voilà, il y a vraiment ce côté un peu forceur de dire, regardez, c'est un ado prépubère et il va devenir adulte dans mon film, quoi. Ça fonctionne, hein, mais ça fonctionne. Mais bon, c'est un peu voilà. Ça fonctionne. Voilà, c'est un film qui, contrairement au suivant, va vraiment se centrer sur un personnage, un méchant, ses relations, etc. Et ensuite, évidemment, vu que la formule va beaucoup fonctionner, on va briser le cadre, entre guillemets, et toujours aller dans la surenchère. Mais ça, c'est un petit peu la droite lignée de tous les films de super-héros par la suite, quoi. Mais voilà, on va essayer d'aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de films à traiter. On veut pas que l'épisode dure 3 heures, mais on peut peut-être conclure sur Spider-Man. Moi, en tout cas, je vais préciser que c'est un film que je trouve extrêmement bon en tant qu'introduction à un personnage de super-héros, que le méchant est très solide. Willem Dafoe est très très bon. Il fait extrêmement peur, et encore aujourd'hui, quand on est enfant, moi je l'ai montré à mon neveu, il aime beaucoup, et ça fonctionne toujours aussi bien sur les gosses, même 20 ans plus tard. La relation MJ-Peter, elle est ce qu'elle est. En fait, elle est sympa, mais elle est un peu trop ouin-ouin, je trouve, à mon goût. Disons qu'elle est pas assez naturelle et un peu forcée, mais bon, pourquoi pas, ça fonctionne aussi un peu. Par contre, j'aime beaucoup ce que fait James Franco de son côté, et qui sera développé dans les autres épisodes de la trilogie de Raimi. Et donc voilà, mais je pense que c'est une bonne intro. Il a posé les bases en fait de ce qu'était un peu le super-héros en fait aujourd'hui, quoi, au ciné, avec X-Men aussi de l'autre côté, hein. Ils ont vraiment introduit ce qu'on pouvait faire au cinéma en live action. Et précisons aussi qu'à une époque, James Cameron était sur le coup pour réaliser un Spider-Man, la première adaptation en fait au ciné de Spider-Man, et j'aurais adoré voir un Spider-Man par James Cameron. Malheureusement, on n'a pas eu droit, quoi. Mais bon, voilà. Donc moi, c'est pour conclure sur Spider-Man. Précisons aussi qu'on va donner notre classement à la fin de l'épisode. On va donner chacun. Faut qu'on y réfléchisse, ouais.
Voilà, il faut qu'on y réfléchisse, mais moi je l'ai déjà. Chacun notre classement en fait de nos films préférés de Spider-Man. Et puis Mm. voilà, on vous laissera vous aussi vous faire votre propre avis et vous nous donnerez votre avis en commentaire sur les réseaux sociaux, que ce soit Ouais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et même Dailymotion et YouTube. Je te propose exactement. qu'on passe au deuxième film de Ouais, Sam Raimi, donc qui s'intitule tout simplement Spider-Man 2. Ils sont pas allés chercher voilà comme pas mal. Batman le défi ou autre chose. Non, c'était simplement Spider-Man 2, ce qui est très bien, qui Oui. sort en 2004, lui. Mhm. On retrouve toujours Sam Raimi derrière la caméra, Tobey Maguire en Spider-Man, Kirsten Dunst en MJ, James Franco, mais un nouveau méchant avec Alfred Molina qui lui joue Dr Octopus, qui est pour moi un excellent méchant, voire peut-être le meilleur méchant, tout film Spider-Man confondu. Je sais pas ce que t'en penses, toi. On peut commencer par le méchant, tiens, de Spidey 2. C'est une bonne idée de commencer par le méchant, puisque ça fait partie des grandes choses hyper importantes pour un film de super-héros, et surtout quand on a un film de super-héros qui tient sur un seul méchant. Mm. Et le Dr Octopus, très intéressant, puisqu'il commence un petit peu en tant que mentor de Peter Parker, et va ensuite se révéler comme étant le grand adversaire de ce film. Très intéressant parce que c'est un personnage qui, très vite, quand il se métamorphose, devient sans foi ni loi. Mhm. Moi, j'ai vraiment cette image de ce moment où ils sont en train de se battre sur le métro, là, en plein air, et qu'il y a cette fameuse phase où Spider-Man est au fond du trou, et il y a les New-Yorkais qui le protègent et qui Mm. disent il va falloir nous passer sur le corps pour l'atteindre. Et là, il est là en mode bah oui, c'est parti. Et ça, c'est assez symptomatique de ce personnage et de ces personnages de méchants que j'apprécie, c'est-à-dire que ils n'ont pas de filtre. C'est-à-dire que ils ont une mission et ils y vont à fond. Et j'aime bien ce genre de personnage qui assume pleinement sa part de méchanceté. Alors on expliquera ensuite que c'est parce que il y a un truc qui s'est mal passé sur sa transformation avec ses quatre tentacules. Mais c'est assez intéressant d'avoir ce personnage-là. Et ça donne tout particulièrement, je trouve, des scènes d'action qui sont vraiment très très appréciables Ouais. et vraiment bien fichues dans ce deuxième qui vraiment, je le disais tout à l'heure, brise un peu le cadre mis en place par Spider-Man, et c'est ce qui me fait préférer personnellement Spider-Man 2 à Spider-Man 1, Ouais. parce qu'il y a ce côté, c'est bon, on a compris la formule, on l'a mise en place, tous nos personnages sont ok, on y va maintenant, et on profite aussi d'avoir mis en place toutes les technologies pour en donner encore plus. Et c'est vrai que le film tient mieux que le premier. Ah oui, d'accord, encore aujourd'hui, donc on les a revus. Franchement, encore aujourd'hui, niveau qualité d'image, c'est assez fou. Même des Ouais. costumes, ça fait beaucoup moins cheap dans le 2 que dans le Ah, premier. largement, ouais. Et tu parlais de réalisation. En fait, Sam Raimi, précisons que c'est le réalisateur aussi d'Evil Dead 1, 2 et 3. Oui. Donc, il vient en fait d'un cinéma bricolage. Et Mhm. il avait cette imagination, cette inventivité dans ses précédents films, comme il n'avait pas de fric, avec sa caméra. Et là, dans le premier, on le sent pas trop. Franchement, la caméra, elle est posée, la réalisation, elle est pas incroyable, elle est pas Mhm. folle, c'est pas transcendant. Par contre, dans le 2, tu retrouves des gimmicks en fait de Sam Raimi, avec notamment la scène de charcutage par les docteurs sur le Docteur Octopus, notamment parce qu'ils Mhm. veulent lui enlever ses tentacules. C'est un mini-film d'horreur à l'intérieur d'un film de Oui. super-héros, avec des ombres projetées sur le mur, avec une caméra qui fonce en fait sur des personnages. Enfin voilà, c'est ultra inventif, c'est ultra intelligent comme utilisation de la caméra. Tu parlais de la scène du métro, évidemment, elle est marquante comme jamais. Ah C'est ouais. l'une des scènes les plus marquantes de la trilogie de Sam Raimi. Elle est encore aujourd'hui extrêmement solide, elle est super bien faite, tu vois limite pas que c'est en studio, enfin c'est Mhm. super. Il apporte aussi avec cette scène, et on en parlait, ce côté un peu christique aussi Ah oui, du largement. super-héros. Il est porté par les New-Yorkais, on voit que c'est vraiment le super-héros, c'est un dieu pour les New-Yorkais, il est en position justement comme Jésus sur la croix, et on se dit ok, il va un peu plus loin avec son super-héros, il Ouais. le fait passer dans une autre dimension, il le fait passer encore plus loin, quoi. Ouais. Bah, c'est un truc qui est de plus en plus présent, enfin qui est souvent très présent dans les films de super-héros, mais qui n'était pas encore trop à cette époque-là, Mm. dans ces thématiques-là. Alors évidemment, maintenant, quand on parle de tout ce qui est Superman, etc., bon, on les a vus, hein, les plans christiques Oui. de toutes les adaptations de Superman, mais là, c'est vrai que il apporte cette dimension en plus qui était à peine effleurée dans le premier. C'est ça.
C'est ça et après ça lui permet aussi de développer un petit peu plus les personnages secondaires et notamment, celui de James Franco, donc Harry Osborn. Harry Osborn qui devient un peu méchant, on le comprend, enfin en tout cas, il veut absolument, retrouver Spider-Man qui a tué son père et donc il y a toujours ce côté avec Spider-Man de: «Je sacrifie des choses», on le voit de plus en plus dans le 2, «Je sacrifie mon temps, perso, enfin mon temps justement avec mes amis, avec ma famille pour sauver les New-Yorkais, pour Oui. sauver le monde» et c'est très intéressant de voir comment ce super-héros qui est un gamin en fait, c'est toujours un gamin, il est à la fac dans le 2, mais ça reste un gosse qui en fait doit jongler entre 1000 choses pour réussir à avancer dans la vie quoi. Il y a même cette phase que j'aime beaucoup dans le film, qui est peut-être ma phase préférée, c'est quand Spider-Man perd ses costumes, perd son costume Ses plutôt, pouvoirs, ouais. perd ses pouvoirs et son costume pardon, Mm. et il vit sa meilleure vie. Il vit sa meilleure vie parce qu'en fait, c'est plus simple. La vie est plus Ah simple bah oui, et voilà. Et c'est aussi une métaphore. On parlait donc dans le premier de la comment puberté. de la puberté. Dans le 2, c'est une métaphore de la panne en fait, de Clairement. la panne sexuelle. Et d'ailleurs, il y a une scène avec un docteur qui est hilarante où il lui dit mais en ce moment, j'arrive plus, je sais plus ce qui se passe et tout. Et voilà, il y a des moments d'humour super aussi dans Spider-Man et il y a des messages aussi un peu plus profonds quoi. Ouais. Donc il met toutes les choses qu'il avait mis en place dans le premier sont développées. Les persos, comme tu as dit, se connaissent. Les acteurs connaissent leurs persos plutôt. Et donc, ça roule tout seul, quoi. Mm. Et ça donne un film, je pense, pour moi, l'un de mes préférés de la trilogie de Sam Raimi. Ouais. Oh, très clairement, ouais, c'est clair. Mm. Non, non, mais Spider-Man 2, encore un plaisir à regarder, mais comme le premier d'ailleurs, hein, sans problème. Quand ça passe à la télé, je zappe dessus Ouais, avec grand plaisir. tout à fait. Est-ce qu'on passe au Spider-Man 3? Ouais, Allez, carrément. ça marche. Spider-Man 3, sorti en 2007, donc on a quand même attendu 5 ans, 4 ans pour voir la suite. Il y a eu un petit retour critique pas incroyable en fait sur Spider-Man 3. Les gens à l'époque en fait ont commencé à peut-être être lassés de la franchise. Mhm. Le retour public était bon parce que le film a cartonné au box-office. Oui. Il était très attendu. Mais à la sortie du film, en tout cas plusieurs semaines après, les gens n'en demandaient pas forcément plus. Quoi. Pourquoi? Peut-être parce que Spider-Man 3, en fait, n'était pas aussi bon que le 2. Peut-être que le scénario n'était pas aussi bon. Toi, t'en as pensé quoi de ce Spider-Man 3? Moi, j'ai une position un peu ambivalente sur ce film. C'est que quand je l'ai vu en salle, j'étais trop content. Parce que c'était vraiment le film qui en donnait encore plus, quoi. Hmm. Et plus je me le mettais à distance, plus je me disais, ah, c'est pas ouf. En fait, il y a vraiment ce côté, on sait pas trop quoi faire, donc on va en mettre plus. Ouais, Et au final, ça fonctionne d'un point de vue popcorn et d'un point de vue grand spectacle. Et ça a fonctionné sur moi dans la salle sans aucun problème. mhm, Quand je dis surenchère, c'est que là, vraiment, on a 3 antagonistes dans le film. hmm, On a une bataille finale où c'est un 2v2. On n'a jamais vu ça encore dans c'est un vrai. Spider-Man. Donc c'est vraiment, on en met beaucoup, on rajoute Venom. On rajoute Gwen Stacy. On part sur des choses plus ou moins intéressantes aussi, hein, d'ailleurs, autour de Harry Osborn. Donc il y a Bon, on peut vraiment spoiler beaucoup, beaucoup de choses. le nouveau bouffon Ouais, vert, voilà, il y a exactement. un nouveau méchant avec Sandman, Ouais, l'homme sable, etc. Donc ça fait ouais. beaucoup, c'est vrai que tu as raison, hein, ça fait beaucoup Ben, de monde à l'écran. Quoi. c'est ça. Et honnêtement, d'un point de vue fan service, d'un point de vue de fan et juste en fait, j'y vais pour avoir mon blockbuster et en fait, ça cartonne, tu vois. Mhm. Mais il t'en reste pas grand-chose. Et c'est ça qui est un peu dommage et que je reproche à Spider-Man 3, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des scènes qui sont hyper marquantes, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a aussi beaucoup de scènes qui sont devenues des mèmes. On pense évidemment à Peter Parker qui va danser, le dark Peter Parker. Incroyable. Donc Sur du James évidemment, Bond dans la rue, voilà. voilà, Mm. donc ça, évidemment, il y a des trucs qui restent de ce film, mais sur la trilogie, on peut pas dire que c'est le meilleur volet. Non. Très clairement pas. Non, non, clairement pas. Ce qui a conduit en fait la franchise à être un petit peu stoppée pendant quelques années. On va juste revenir dessus après. Et pourtant, Sam Raimi avait prévu un Spider-Man 4 Oui, avec comme méchant principal le vautour. Donc il voulait lui poursuivre sans aucun souci avec Tobey Maguire et faire un quatrième opus. Malheureusement, Sony Pictures a décidé que ce serait un autre réalisateur qui prendrait sa place. Et ouais. donc Sam Raimi a lâché est revenu plus ou moins quelques années plus tard au genre du super-héros avec
Doctor Strange 2, Multiverse of Madness, mais Ouais. bon, son Spider-Man, il l'a définitivement abandonné. Moi, je suis d'accord avec toi, j'étais extrêmement excité quand j'étais en salle, et quand je l'ai vu, j'étais très content, mais en fait, après coup, on se rend compte que c'était un film un peu bâclé, en tout cas au niveau du scénario, hein. Les effets spéciaux sont quand même ultra solides. Ça tient de fou, hein. Ça tient de fou. La scène d'intro entre Peter Parker et James Franco, enfin pas James Franco, Harry Osborn, qui se battent en l'air et Peter doit récupérer la bague de fiançailles qu'il veut absolument donner à MJ. Cette scène, elle est encore super intense, super bien construite. Enfin, le New York est super beau. Non, franchement, non, ils bossaient comme des dingues sur les effets visuels. Par contre, c'est vrai qu'on s'ennuie un peu et on rigole un peu et on se demande s'ils voulaient qu'on rigole à ces moments-là, notamment la Oui. scène qui est devenue un mème ou pas, quoi. Enfin, un peu étonnant comme film, un peu bizarre. Il y a un truc que j'aimerais rajouter aussi sur la trilogie avant qu'on parte sur les autres, c'est que parfois ça joue pas forcément très bien. C'est vrai. Que ce soit côté Tobey Maguire que comme Kirsten Dunst. Je trouve que parfois, alors je sais pas si c'est une histoire de direction ou si c'est juste une histoire de à cette époque-là leur capacité d'acting était pas encore ça. Mais c'est vrai que parfois c'est ça un peu pêche moyen. un peu. Ça pêche un peu, je suis entièrement d'accord. Soit c'est surjoué, Ouais. comme Willem Dafoe, mais ça marche parce que le bouffon vert est un personnage fantasque et fou, et voilà, donc ça fonctionne. Mais c'est vrai que son Peter Parker est quand même ne bouge quasiment pas en plus. Dans sa façon de jouer, il évolue pas du tout, quoi. C'est vrai. Ça reste un géniard qui se plaint tout le temps de ce qui lui arrive et on a envie de lui foutre des baffes pour qu'il se motive. Il y a que quand il joue Venom, en fait. Il y a que quand il porte le costume de Venom qu'il est différent, mais c'est encore une fois du surjeu un peu bizarre et on a du mal à apprécier. En tout cas, il y a deux écoles quand même. Ouais. Et dernier petit truc, la musique. Les thèmes musicaux de Danny Elfman, je ne peux pas ne pas les mentionner en fait. C'est du petit lait. Vraiment incroyable partition. Alors, Danny Elfman, il fait du Danny Elfman. On va pas se mentir. Mais qu'est-ce qu'il le fait bien. Et ça fonctionne tellement bien avec Spider-Man, honnêtement, que voilà, c'est là-dessus que je voulais terminer. Non, mais c'est très bien. Terminons sur la musique de Spider-Man, de la trilogie de Raimi, c'est très cool. Et donc, après la trilogie de Raimi, comme je l'ai dit, justement, le réalisateur n'a pas eu la possibilité de faire un 4e épisode. Et donc, on a dû attendre 5 ans, jusqu'en 2012, avant que Sony n'annonce The Amazing Spider-Man avec un tout nouvel acteur. Alors, à l'époque, ça avait fait jaser, parce qu'il y en a beaucoup qui aimaient Tobey Maguire, et qui ne voulaient pas qu'en aussi peu de temps, on reboot la franchise et qu'on parte sur un nouveau Spider-Man. Et pourtant, c'est Andrew Garfield, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui à l'époque était pas inconnu. Il avait joué dans The Social Network, il commençait un petit peu sa carrière et à percer, mais c'était pas non plus la star qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, c'est lui qui récupère le costume de Spider-Man pour le réalisateur Mark Webb. Mark Webb qui, lui, avait travaillé sur 500 jours ensemble, donc un film, une comédie romantique ultra maligne, ultra intelligente, super, que je conseille à tout le monde, mais c'est pas un film de super-héros, hein. Clairement, il venait un peu du monde de l'indé. Un peu finalement aussi comme Sam Raimi venait de l'indé et venait comme je le disais, du film un peu bricolo de l'époque, quoi. Et donc, on confie les rênes à Mark Webb pour faire The Amazing Spider-Man, donc l'adaptation du comics The Amazing Spider-Man. Et en face d'Andrew Garfield, on retrouve aussi Emma Stone en Gwen Stacy et Rhys Ifans en Lizard. En Lézard, moi j'ai pas un mauvais souvenir de ma découverte de The Amazing Spider-Man. J'y allais pas du tout comme les fans, la fanbase qui voulait pas voir un autre Spider-Man. Je trouve que c'est peut-être le meilleur Spider-Man en tant que personnage, hein, pas le film. Vraiment, c'est la meilleure incarnation de Spider-Man, Andrew Garfield. Il fait un job incroyable parce qu'il est drôle, il est malin, il fait des blagues tout le temps, ce que fait Spider-Man dans les comics en fait. C'était vraiment un petit malin, un petit con, hein, clairement des fois, Spider-Man. Je trouve qu'il le tient à la perfection. Et la Gwen Stacy d'Emma Stone, ultra mignonne, ultra intelligente, ultra maligne, ça fonctionne aussi très très bien. Carrément. Je sais pas, toi, quel souvenir tu as? Je te rejoins complètement sur l'incarnation de Peter Parker. Je le disais tout à l'heure, je trouve que Tobey Maguire, il est un petit peu vieux, ou il fait un petit peu vieux pour le Peter Parker lycéen qu'on nous présente dans la trilogie. Et je trouve que ça fonctionne mieux avec Andrew Garfield. Andrew Garfield apporte aussi un côté très... personnage un peu torturé, enfin qui a un manque de confiance en lui qui est assez présent et qui se retrouve énormément dans sa diction
Mmh. aussi. Alors, je sais que ça fait partie des trucs qui ont été pointés du doigt sur son incarnation de Peter Parker. Je sais que les gens n'apprécient pas ça. Tu sais, le fait que parfois il répète beaucoup ce qu'il se dit ou qu'il y a des phrases qui veulent rien dire en réalité quand Il a tu un les côté un prends. peu Asperger, en fait, Il bizarre y a un de peu de ça. oui, oui. Mmh. Quelque part, c'est une diction qui se rapproche beaucoup de ce qu'on peut entendre dans Succession sur HBO, par exemple. Oui, ce que fait Kendall, Roy. Chez Kendall Roy, par Ouais. exemple, c'est exactement ça. Mmh. Donc bref, Gwen Stacy, évidemment, Emma Stone, très bien. Tous les deux, ils fonctionnent extrêmement bien en termes d'alchimie. Ah Euh, d'ailleurs, ils ont été ensemble en couple, c'est grâce au vrai. film pendant Ouais. quelques années, donc oui, Et l'alchimie fonctionnait très, très ça bien, je n'est pense. pas spécialement étonnant, Non. mais effectivement, moi j'apprécie beaucoup ce qui est fait avec ces personnages-là, le fait que bah, on se permette d'explorer le trauma de Peter Parker et de Gwen Stacy, qui est pour moi, et on en parlera du coup quand on parlera du deuxième épisode, Mmh. mais c'est pour moi une des scènes marquantes de tout ça, malgré le fait que ce soit dans le 2. Mais honnêtement, non, j'ai pas passé un mauvais moment en fait dans la salle. J'étais très dubitatif parce que honnêtement, faire un reboot d'une saga aussi importante et imposante que Spider-Man en à peine 5 ans, en la Mmh. laissant reposer que 5 ans, je trouvais ça un petit peu... J'étais pas très fan. Et honnêtement, j'étais assez convaincu par Andrew Garfield et je voulais... Honnêtement, à la fin, je voulais plutôt en voir plus. Ouais. Donc ça m'a assez plu. Pareil, pareil, pareil. Oublions pas qu'à l'époque, c'était pas courant de faire des reboots aussi rapidement. C'était un peu le premier aussi qui a relancé cette mode-là des reboots. Et aujourd'hui, on a en veux-tu en voilà des remakes et des reboots. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça avait vraiment gueulé Mm. sur Internet. Et c'était pas l'Internet de l'époque, donc déjà ça gueulait. Ouais, Enfin, c'était pas l'Internet d'aujourd'hui plutôt, et déjà ça gueulait. ouais. Donc ouais, non, non, franchement, moi, bonne surprise. En tout cas, vraiment, je retiens cette interprétation de Garfield et de Stone. La réal est pas dégueu non plus, hein. La réal, Mhm. il y a des bonnes idées, hein. Il y avait en bande-annonce d'ailleurs à l'époque le côté vu à la première personne en fait Oui. de Spidey qui avait été mis en avant. Et je trouvais ça super en fait Mhm. qu'on nous mette vraiment totalement dans la peau de Spider-Man Ouais. avec franchement à la clé des effets visuels Alors, mais vraiment très très bons. honnêtement, 2012, alors évidemment, c'est beaucoup plus proche de nous, mais quand Oui, tu re-regardes certaines scènes d'effets spéciaux de ce film-là, c'est vraiment très très propre. voilà, ouais. Moi, mon maître étalon pour moi, c'est le costume. Qui est super. Le Ouais, costume de Amazing Spider-Man est incroyable. il est Et, génial. et c'est vrai que pour ensuite la troisième incarnation, on passera quasiment sur que du numérique. Mhm. Et là, il y a vraiment des deux. Ouais. Mais sur toutes les phases de voltige, etc., je trouve qu'il est incroyable en fait ce Il est costume. super beau ce costume. Et, Il ressort, les couleurs sont belles. Ouais, ouais. et ce que j'allais dire, tu as parlé de la vue à la première personne, c'est un gimmick, mais c'est bien trouvé parce que c'est difficile de réinventer comment se déplace Spider-Man. Mhm. C'est difficile de trouver une nouvelle chose. Et là, je trouve que c'était pas mal fichu. Alors, c'est vraiment un gimmick qui passe quelques secondes, hein, mais Oui, ça oui. fonctionne bien. Non, ça fonctionne bien. Moi, j'aimerais bien aussi revenir un petit peu sur l'humour. Je me rappelle notamment de cette scène où il se bat avec le lézard au lycée. Et il y a Stanley qui est en train de faire le ménage. Et derrière, eux, ils sont en train de tout détruire. C'est un peu. Voilà, à l'époque, on n'avait pas eu les Gardiens de la Galaxie. On n'avait pas eu cet humour un peu débilos. Et ça fonctionnait bien, je trouve. Il y Mhm. avait vraiment une alternance entre phase d'émotion, phase d'humour, qui Ouais. fonctionne pas mal. Ce Spider-Man qui est un peu un nerd ultime, en fait, beaucoup plus que Ouais. Tobey Maguire. En fait, c'est un nerd, mais vraiment qui sait faire des choses. Oui. Justement, il utilise je sais pas comment il l'appelle, hein, son Son gadget, lanceur de toile, son j'imagine. lanceur de toile, voilà, mais qui fabrique lui-même. C'est cool d'avoir ce Spider-Man qui fabrique ses trucs lui-même. Il utilise son appareil photo pour détecter des choses et tout sur une toile pour savoir où le lézard se cache. Enfin, c'est cool. Franchement, il y a Ouais. des bonnes idées. C'est un Spider-Man un peu plus enquêteur aussi, Oui. qui veut trouver, comme dans les comics, hein, vraiment, il respecte bien l'univers de Amazing Spider-Man dont c'est tiré. Après, il y a des trucs vachement, ce qui était déjà le cas, je trouve, dans le troisième de Rémi, vachement patriotique, du Oui. style la scène des grues, je sais pas si tu t'en souviens, Oui. où tous les grutiers Bien sûr. enchaînent et mettent les grues au même niveau pour que Spider-Man puisse traverser plus facilement, en mode c'est toi, t'es notre héros new-yorkais, machin. Chez Sam Raimi, c'était Spider-Man qui se posait devant un drapeau américain gigantesque. Enfin, il y a ce côté, on est américain, on est là, on tient le truc. Bon, c'est parfois un peu too much en fait. Ils prennent Oui. pas de pincettes pour te sortir les trucs, quoi. Mais bon. Non.
Bah oui, après c'est des scènes qui sont, on va dire, un peu faciles, hein, je trouve. Voilà. Ouais. Ça fonctionne quand t'es dans la salle, y a pas de problème quoi. Mais c'est vrai que c'est parfois Un un peu, petit peu voilà. surfait, Exactement. un petit Est-ce peu qu'on passe à surfait. la suite? Ouais, passons Passons à à la la suite. suite, donc The Amazing Spider-Man 2. Donc lui, il a fallu juste attendre 2 ans pour le découvrir, donc il est sorti en 2014. C'était rapide, hein. C'était très rapide, peut-être trop rapide, Mmh. on va le dire tout de suite. Amazing Spider-Man 2, donc on retrouve encore une fois Andrew Garfield, Emma Stone, et puis Jamie Foxx en Electro. Et c'est là où ça commence à poser problème, parce Ah que oui. l'électro de Jamie Foxx est pas bon du tout. Déjà, c'est un espèce de schtroumpf, tout bleu. Donc on voit vraiment la CGI derrière tout ça. Imaginez Pas le beau, Monsieur Manhattan de Watchmen, mais mais en c'est pas Jamie beau. Foxx, quoi. Oh ouais, mais attends, Monsieur Manhattan est bien fait dans Watchmen, il est super bien fait. Ouais. Pour l'époque 2009, hein, Ah oui, rappelons-le. oui. Même pas, plus vieux encore Watchmen. J'ai plus la date exacte. Bref, Je me souviens plus. mais fin des années 2000, c'était quand même voilà. Mmh. Là c'est compliqué. Hein. Electro c'est compliqué, son jeu d'acteur est compliqué. Le seul Electro truc tient. que je dirais Vas-y. de positif autour d'Electro, c'est j'aime bien ce qu'ils ont fait dans les modifications de sa voix. Je trouve que ça Ouais. fonctionne pas trop mal. Mais c'est vrai que le reste, déjà le personnage hors super vilain, c'est-à-dire que quand il est pas avec ses pouvoirs d'Electro, bon, c'est un peu too much, je Mhm. trouve. Mais même sur l'incarnation, je sais pas, Jamie Foxx, il y est pas, quoi. C'est Mais pourtant il pour se un mec donne. qui Hein. est... Bah ouais, il se donne, mais en fait, il y a pas... Je pense il y a pas ce qu'il faut. Non, C'est ils ont mal pas chauffé. écrit, en fait. Oui, c'est Je mal pense que écrit. c'est surtout ça le Oui, problème. oui, et puis c'est cliché de ouf. C'est Ouais. le personnage nerd fois 1000 qui est dégarni, qui a des grosses dents, qui perd ses trucs, Oh, qui est nul non. avec les filles, qui est nul avec les gens. C'est d'un C'est d'un cliché. cliché de ouf, c'est un poncif Mm. de film, de scénario. On l'a déjà vu 1000 fois, et là, tu sais très bien ce qui va se passer avec lui. Ça va devenir un badass parce qu'il va lui arriver une connerie avec des anguilles électriques. Ouais, Et donc, putain, c'est voilà, vrai. ouais, il tombe dans la cuve d'anguille. Et à tel point, en fait, ils ont retcon le truc dans No Way Home parce qu'ils le changent physiquement, en fait. Ils ont C'est tellement vrai. pas assumé C'est vrai. son design de Schtroumpf bleu qu'ils décident d'en faire un perso classique, juste avec une veste, enfin rien de spécial, quoi. Ouais. Donc, bon, déjà, Electro, voilà. Et ensuite, on a aussi en méchant, deuxième méchant, Harry Osborn qui revient. Donc, c'est pas du tout le Harry Osborn de James Franco. Et là, il est joué par Dan Diane. Oui. Dan Diane, qui jouait dans Valerian et Laureline. Enfin, Valerian tout court, en fait, le film de Luc Besson, il s'appelait juste Valerian. Ouais. Et Valérian. la cité des 1000 planètes, Et pour être la tout à fait cité des précis. 1000 planètes, merci, qui jouait aussi dans le film de En fait, il sortait de super-héros. Chronicle. De Chronicle, merci, de Il Chronicle. sortait de Chronicle, c'est pour ça qu'en fait, il a récupéré ce job. Et on ne le voit plus d'ailleurs, cet acteur. C'est un peu dommage parce que j'aime bien cet acteur. Oui, Bon, mais bref. j'aimais beaucoup. Quand ils l'ont annoncé au casting de Amazing Spider-Man 2, j'étais là en mode trop bien. Et Ouais. en fait, le problème, c'est que ce personnage-là, ils se sont dit, bon, bah, on l'a déjà traité Mm. dans la précédente trilogie, comment on fait pour le réinventer? Et donc, on s'est dit, bon, allez, c'est 2010, on aime bien les trucs un peu gritty, dark, etc. On va faire un truc, c'est un mutant Mm. qui va un petit peu changer ses cheveux, c'est n'importe quoi. C'est horrible. C'est Ah, son ridicule. design est dégueulasse. C'est Mais ridicule. même quand il est juste Harry Osborn. Alors, c'est un Harry Osborn malade, c'est ça. Donc, voilà, il s'injecte des conneries dans le corps pour. Voilà. Et en fait, c'est nul. Il sert à Ah rien. non, C'est juste pour discuter avec Peter dans des scènes qui sont super longues, qui sont devenues des mèmes aussi sur Internet, où ils sont au bord de l'eau, de l'Hudson, je crois. Et en fait, ils se parlent pour rien dire. Et ça va ta meuf? Ouais, vite fait. En fait, tu fais, ok, ouais, putain, c'est d'un long, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas ouf. Donc ça donne pas du tout envie de s'attacher parce qu'on a un non. perso avec Electro qui est nul, on a un perso avec pas James Franco avant, Dan DeHaan qui est nul, Henry Osborn, et on a aussi un peu de nulle part le Rhino qui sort, qui est joué Oh par Paul putain. Giamatti, qui apparaît au début et à la fin, qui est là pour rien, qui sert Avec vraiment. d'ailleurs, on parlait des effets spéciaux tout à l'heure sur le Spider-Man, Amazing Spider-Man 2012. Là, les effets spéciaux du Rhino, Un peu honteux. Hein. ça fait pitié. Ça fait pitié, c'est un peu Oh, honteux. Le Rhino qui a un accent russe à couper au couteau, enfin c'est clichouille. En fait, fallait pas faire cliché ça. le film, quoi. Ouais. Mais alors, parlons des points positifs quand même. La relation. Alors, on va juste parler de Peter Parker. Peter Parker est toujours très solide, toujours enquêteur, etc. Donc tout ça, ça reste sur la même ligne. C'est très cool. Il continue à enquêter sur la disparition de ses parents, notamment. Et la relation qu'il a avec Gwen Stacy est beaucoup plus intéressante dans le 2. Et
avec un événement qu'on spoil ou pas, je ne sais pas. Je Le sais film est pas. sorti il y a 10 ans, quand même. Hein. Bah, C'est fou, hein, disons, si vous l'avez pas vu, revenez dans 30 secondes. Ouais, c'est ça, dans 30 secondes. La mort de Gwen Stacy, en fait, à la fin Ouais. de Amazing Spider-Man 2, qui est super bien amené, je trouve. Le payoff est génial. Enfin, il y a vraiment un truc de... Spidey veut absolument la sauver, il tombe d'une tour de l'horloge, en fait, il l'accroche, et avec sa toile, et à la toute fin, elle se brise la nuque Oh là là. sur le sol. C'est ultra bien réalisé, c'est ultra bien amené, tu sais pas si c'est vrai ou pas, tu sais pas si ça s'est produit, et en fait, ça se produit, donc il y a vraiment la mort de Gwen Stacy. Les fans de comics savaient déjà que Gwen Bien Stacy sûr. était en sursis dans les films, mais voilà, c'est très bien amené, et ça donne une fin douce amère, qui est plutôt douce, plutôt douce, justement douce amère, mais qui est plutôt triste, et on a envie de suivre en fait les aventures de Amazing Spider-Man dans un troisième opus qui Qui n'aura pas n'arrivera lieu. jamais, Non, malheureusement. voilà. Mais non, mais je suis hyper d'accord. Je l'ai un petit peu. J'avais mis un petit peu la charrue avant les bœufs tout à l'heure quand je parlais du 1, mais c'est pour moi le seul truc à sauver Ouais. de ce deuxième film. C'est cette scène-là qui est hyper bien trouvée, réalisée, mise en scène, animée. Enfin, vraiment, c'était ce qu'il fallait faire. Et on est habitué avec les films de super-héros à avoir le moment où tout a l'air perdu, mais il va quand même réussir à sauver tout le monde. Et là, évidemment, là où c'est intéressant cette scène, et c'est pour ça qu'elle avait été aussi marquante dans les comics, c'est que bah, justement, il n'y arrive pas. Ouais. Et je trouve que, et là pour le coup, on parlait du surjeu tout à l'heure de Tobey Maguire, là je trouve que Andrew Garfield touche un truc dans cette scène qui m'a brisé le cœur perso. Non, mais il est super. Andrew Garfield le fait très très bien. Il est anéanti. Il y a vraiment un jeu d'acteur beaucoup plus intéressant que celui de Tobey Maguire, hein, Oui. largement, hein, et même que Tom Holland. Hein. Des trois, Ouais. je trouve que Andrew Garfield est un bien meilleur acteur. Donc, ça c'est perso, hein, mais vraiment là-dessus. Et son interprétation de Peter Parker Spider-Man est excellente, hein, pour moi, de A à Z. Lui, il y a rien acheté. Pareil pour Emma Stone. Donc, mais Ouais. t'as raison, hein, moi aussi, je garde en mémoire l'épisode 2 pour ça, quoi, pour cette scène dramatique, et qui aurait pu donner un épisode 3 super, en fait. Ouais. Malheureusement, on n'y a pas eu droit. On n'y a pas eu le droit puisque dès 2015, en réalité, Sony et Marvel signent un deal pour dire on va rapatrier Spider-Man dans le giron de Marvel Studios, puisque là, bon, bah, ça fait depuis 2008 que le MCU cartonne tout. Et voilà. Exactement. Donc en fait, on a eu une première apparition de Tom Holland en Spider-Man en 2016, donc dans Captain America Civil War. Mais donc, on va pas en parler ici, parce que ce qu'on a décidé de faire, c'est juste de parler des films Spider-Man, même si donc cette introduction avait été adorée par les fans à l'époque. Dans Civil War, il y avait vraiment ce plaisir de découvrir un nouveau Spidey. Il avait un peu fait l'unanimité, et on était très curieux de découvrir donc la véritable aventure de Spider-Man en solo. Et on y a eu droit en 2017 avec Spider-Man Homecoming, donc avec Tom Holland dans le costume de Spider-Man, et John Watts à la réalisation. On trouve aussi Zendaya en MJ dans ce film-là. Et il y a quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément, c'est le fait que Michael Keaton joue dans le film en tant qu'antagoniste. Et Michael Keaton, qui est quand même le Batman de Tim Burton, donc c'est plutôt savoureux quand on découvre le film, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé Spider-Man Homecoming. Déjà, Homecoming, précisons-le, justement, retour à la maison. Donc chez Marvel Studios. Donc voilà, c'est quand même un titre évidemment pas choisi au hasard. Et j'ai trouvé ça plutôt malin comme interprétation de la part de Tom Holland, ce côté vraiment pur lycéen. C'est la première fois qu'on a vraiment ce lycéen qui n'est qu'un lycéen. C'est-à-dire que Tobey Maguire faisait trop adulte, Andrew Garfield était peut-être trop un petit génie pour vraiment exister totalement dans un univers réel, entre guillemets. Et par contre, Tom Holland, c'est vraiment le petit gars cool, qui a de la technologie à sa disposition, mais qui ne sait pas forcément l'utiliser tout de suite, la technologie. Quoi. Parce que c'est notamment Iron Man, donc Tony Stark, qui lui offre cette technologie, et il a besoin d'aide. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Je sais pas, toi, t'en as pensé quoi de Homecoming ? Moi, j'aime bien Homecoming. C'est une perspective différente sur Peter Parker / Spider-Man, parce que, comme tu le dis, celui-là, en fait, il est vraiment
tout est fait pour te mettre dans le carcan du MCU. C'est-à-dire que on nous l'avait déjà présenté, en fait, ce Spider-Man dans Captain America Civil War. Et en réalité, ce film-là, il part du principe qu'on l'a déjà vu, ce Spider-Man. Oui, oui, oui. Et donc, du coup, il va pas forcément sur les tropes classiques du Spider-Man et du film d'origine de Spider-Man. Mhm. Donc, c'est assez intéressant. Oh, c'est intéressant. Après, ce que je voudrais dire quand même, c'est que sur cette nouvelle trilogie, on en fait un petit peu trop sur le MCU et peut-être pas assez sur les personnages de la galaxie Spider-Man, quoi. Bah, en fait, c'est ça le souci. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais à la fin de Amazing Spider-Man 2, on annonçait les Sinister Six. Les Sinister Six, c'est les plus gros méchants de Spider-Man. Évidemment, on n'a pas eu Amazing Spider-Man 3, donc on n'a pas eu droit à ces grands méchants. Et donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Dans Homecoming, en fait, on s'intéresse plus à tout ce qui entoure Spider-Man qu'à Spider-Man lui-même. Et c'est le truc du MCU, hein, c'est qu'en fait, ils ont besoin de connecter C'est leurs ça. films. Malheureusement, c'est le cas. Et je trouve que c'est pas celui qui utilise le plus les autres films du MCU, mais il l'utilise quand même pas mal, quoi. Notamment Alors, Iron Man, quoi. ce film-là, en fait, rappelle-toi de la promo, il nous disait, ouais, on va voir Iron Man, on va voir Tony Stark tout le temps, et en fait, Mm. pas des masses, Ouais. enfin, pas vraiment. Mm. Mais de la même manière qu'on voyait Nick Fury dans la promo du 2, et qu'on voyait Doctor Strange dans la promo du 3. Il est toujours accompagné. Ouais. En fait, le problème de cette nouvelle trilogie, c'est que Peter Parker ne se tient pas. Il n'est pas vécu comme suffisamment intéressant par les scénaristes pour qu'on en fasse quelque chose de ce personnage. Ouais. Et je trouve ça quand même très très dommage. C'est un parti pris, je l'entends, je le comprends, parce que dans des comics aussi, il est accompagné d'autres persos, il n'y a pas de souci, tu vois, tu peux être... tu peux bosser avec les Avengers, ce qu'il va faire dans Infinity War notamment. Moi, ça me dérange pas trop, mais je trouve qu'en fait, c'est traité un peu à la légère et les enjeux sont pas fous, en fait, Ouais. dans toute la trilogie et aussi dans Homecoming. Par contre, il y a un truc que j'adore dans ce film, c'est le twist que j'avais vraiment pas vu venir, que j'ai trouvé génial. Tu t'en souviens, j'imagine, Je me souviens plus. quand il tape à la porte, que quelqu'un lui ouvre, il s'attend pas à ce que ce soit cette personne-là qui lui ouvre. Je sais pas si on spoil, non? Bah, on peut faire les Ok. 30 secondes pour Ok. les gens qui l'ont pas vu. Revenez même dans 15 secondes. C'est quand justement le vautour est le père Oui. de sa meuf, Oui, bien sûr. voilà, et qu'il l'emmène Bien sûr. C'est vrai. au bal de promo. C'est vrai. Moi, vraiment, sur le moment, j'ai fait waouh, il y a tellement de tension, c'est tellement bien joué. C'est Michael vrai. Keaton est un excellent acteur, ça fonctionne très bien. J'aime bien par contre ce que propose Michael Keaton en tant que vilain. Un vilain en plus plutôt logique parce qu'il y a un côté genre, bah moi je récure toutes vos merdes de super-héros là parce que vous foutez le Oui. bordel à New York. Moi, j'essaie de me faire un petit peu de blé sur le côté. Je vois pas pourquoi moi j'aurais pas plus d'importance que vous, quoi. Enfin, je trouve ça plutôt cool. Il y a un Ouais, côté un carrément. peu je suis là pour apporter apporter du pain sur la table et aider ma famille, quoi. Donc ça c'est plutôt bien amené et derrière ça reste quand même un truc de teenager, hein. C'est un film de teenager. Il Ah y a oui. moins la portée philosophique qu'on pouvait avoir dans la première trilogie ou Oui. dans le 2, quoi. Mais ouais, c'est une bonne intro en tout cas par Tom Holland. Tom Holland fait le taf comme jamais. Tom Holland Oui. est génial parce que c'est un très bon acteur. J'aime beaucoup Mais son incarnation personnellement de voilà, Peter Parker. moi aussi. Mais ça en fait pas un grand film par contre, malheureusement. Ah non, on est d'accord. Voilà. Est-ce qu'on passe direct à la suite? Bah ouais, écoute, de toute façon c'est une trilogie, il y a beaucoup de choses qui sont assez similaires en fait dans ces Ouais. 3 films, donc allons-y, ouais. Ok, donc là on passe en 2019, mais depuis la sortie de Homecoming, on a eu le droit à Into the Spider-Verse et Avengers Infinity War et Endgame. Donc il s'est quand même passé pas mal de trucs. Et notamment, revenez dans 10 secondes, je sais pas, notamment le décès d'un personnage très important, à savoir Tony Stark. Et donc quand on commence Far From Home, la deuxième itération des aventures de Spider-Man par Tom Holland. Tom Holland, lui, décide de partir à l'étranger et va être aidé par Nick Fury, donc qui remplace un peu en fait la figure qu'était Tony Stark dans le premier. Et ils vont partir à Venise, ils vont partir en Angleterre, si je me souviens bien. En tout cas, ils font un petit tour d'Europe. Et ce qui va permettre, d'ailleurs, qui s'occupe de New York à ce moment-là, on ne sait pas. Ce qui va permettre. T'inquiète même pas. T'inquiète même pas, tout se passe bien. Ce qui va permettre en fait au personnage de Quentin Beck, donc incarné par Jake Gyllenhaal, de faire son apparition. Donc c'est Quentin Beck Mysterio, qui est un personnage
génial, je trouve, des comics Spider-Man, et ce qui va permettre quand même d'offrir certaines, scènes intéressante visuellement en tout cas, dans cette trilogie avec, des moments de cauchemar où Oui, Spider-Man a l'impression que, il est poursuivi par, un Tony Stark zombie, qui tombe dans le vide et cetera. Voilà. Il y a vraiment des idées assez ingénieuses quand même avec ce personnage-là et ils arrivent à l'ancrer dans la réalité du MCU. oui, Parce que Mysterio est un peu un «magicien» entre guillemets, c'est vrai. mais là ils arrivent à truquer tout ça et par quelques truchements, à trouver un truc plus technologique que magique et c'est plutôt intéressant. C'est plutôt malin. Ouais. Ouais. C'est pas mal, ça donne lieu à des scènes intéressantes qui ressemblent un petit peu au pouvoir en réalité de Doctor Strange. Oui, dans l'idée, ouais. Il Ouais. y a un truc très similaire. Je trouve qu'on n'en fait pas assez là-dessus. Puisque on passe tellement de temps à t'expliquer qui est Quentin Beck, pourquoi il fait ça, et surtout à nous faire croire que c'est un ami, mais en fait c'est un ennemi. Donc bref, on passe beaucoup de temps à mettre en place ces trucs-là, et donc en réalité, il y a peu de... On n'en profite pas vraiment des Mmh. pouvoirs de Mysterio, et je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'on aurait peut-être pu faire mieux, et faire quelque chose de peut-être un petit peu plus zinzin, parce que Ouais, là, en fait, c'est surtout Spider-Man est en vacances, quoi. c'est ça et il Donc, y a pas d'enjeu, il y a pas d'intérêt, hein, à ce qu'il soit en vacances, hein. C'est-à-dire qu'on s'en fout. non. Il est juste, dans un autre décor, quoi. Mhm. Ça pouvait très bien se passer à New York, il y a pas de souci, quoi. Sans aucun problème. Il y a un côté vraiment, ouais, les sous-doués en vacances, quoi. C'est Spider-Man en vacances. C'est vraiment très bizarre, quoi. On sait pas pourquoi. Ils se sont dit, tiens, la suite, elle va être un peu plus exotique s'il est à Venise, s'il est dans un autre pays européen et pas à New York, quoi. Je sais pas. C'est pas un film que j'aime du tout. Non. C'est un film que je crois que j'ai dû m'endormir, je pense, quand même un petit peu, Ouh, ah en le oui. regardant. Il y a un moment très long. Il y a des moments très longs, quoi. Oui. Voilà, c'est quand même pas. C'est pas stellaire. Le Ils film font fait 2h10. c'est très très long pour ce que ça dit et ce que ça raconte. Mhm. T'es réveillé par les pam boum boum quoi, mais c'est tout. Ouais. Et puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ça fonctionnait vite fait, je trouve, entre Peter Parker et MJ Oui, de c'est vrai. cette trilogie. J'aime beaucoup Zendaya, j'aime beaucoup Tom Holland, mais les deux, et pourtant ils sont ensemble dans la vie, hein, mais C'est vrai. je trouve qu'à l'écran, ils me font pas rêver, alors que Andrew Garfield et Emma Stone, eux, j'y croyais quoi. C'est vrai. J'étais vraiment à fond quoi. Ouais, je sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, en fait, c'est peut-être aussi les deux personnalités de ces deux personnages qui fonctionnent pas vraiment, parce que MJ, elle est vraiment écrite comme quelqu'un qui repousse beaucoup, Mmh. et Peter Parker comme quelqu'un qui se renferme énormément. Donc, comment tu peux croire à un couple en fait de cet ordre-là? C'est C'est compliqué. ça. Ouais, c'est vrai. Euh, mais bon, oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas un film que j'apprécie beaucoup. Non, je suis pas fan du tout, donc on peut passer parce que j'ai vraiment pas plus de choses à dire. Je sais pas si toi, c'est le cas, non? Non, c'est bon pour moi. Ouais, ça marche. Et donc passons au dernier. Passons au dernier film, Spider-Man, avec Spider-Man No Way Home, sorti en 2021. Alors pareil, on retrouve encore une fois Tom Holland et Zendaya en tête d'affiche, mais il y a des petits nouveaux qui Mhm. reviennent. Enfin, nouveaux non, parce qu'en fait on les connaît tous, mais ils refont leur apparition par justement Un truchement, truchement scénaristique. scénaristique grâce à Doctor Strange. Est-ce qu'on spoil ou pas? Parce que le film n'a Oh, que 2 ans, ouais, je sais alors, pas, si mais vous tout avez le monde pas le vu sait. No Way Home, revenez dans 15 secondes. Voilà. Ouais, exactement. Ou OK, alors, revenons. regardez-le et écoutez-nous plutôt, parce que Exactement. ça va être compliqué de pas en parler. Faites ça. Oui, on est obligé d'en parler là parce que Ouais. c'est quand même le cœur du film. Mm. Donc on retrouve en fait Andrew Garfield et Tobey Maguire qui reviennent donc dans la peau de leurs Spider-Man respectifs, mais Ouais. aussi les méchants avec donc le Bouffon Vert, avec Electro, Sandman, le Lézard, Docteur Octopus, et c'est à peu près tout, je crois, au niveau méchant. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal, ouais. On a tout cela et en fait le but, voilà, de No Way Home, c'est de jouer à fond la carte du fan service, Mhm. ce dont rêvaient en fait énormément de fans sur internet, et Marvel s'est dit tiens, il y a des dessins sur internet et des mèmes qui réunissent nos 3 Spider-Man, pourquoi on ferait pas ça en film? Et ça nous rapportera peut-être des milliards, ce qui leur a rapporté 2 milliards de dollars quasi, ce qui est une folie. Et donc voilà, donc ils avaient totalement raison. Oui. Les gens étaient au rendez-vous, moi le premier, toi le premier, on voulait Ah voir bah bien ça. sûr. Est-ce que ça donne un bon film? Moi, je dis non, ça ne donne pas un bon film, loin de là. Pour
Une raison simple, c'est parce qu'il n'y a pas de scénario. C'est-à-dire qu'en fait, on fait simplement débarquer des méchants, des gentils, qu'on en a tous connus, mais c'est un truc de gosse en fait. C'est juste de dire ah, tiens, je vais jouer avec tel jouet et puis je vais mettre un autre jouet avec. Même ça, on fait pas un bon scénario, ça en fait pas une bonne narration quoi. Je trouve que le film se tient pas. Le film se tient pas du tout. Il y a des scènes sympas, évidemment, c'est trop cool de revoir Andrew Garfield et Tobey Maguire ensemble et de déconner, et évidemment de faire le même du toi avec les doigts et tout à se regarder, à se pointer du doigt, mais ça en fait pas un film quoi. Enfin, Il y a un truc qu'on avait dit quand on avait parlé de Across the Spider-Verse, c'est que ce film-là, il sort 3 ans après Into the Spider-Verse, qui est un film de multivers extrêmement bien fait et beaucoup plus malin que ce qu'est capable de faire No Way Home. En termes d'inventivité bien sûr, mais même en termes d'écriture. Et je trouve que No Way Home, ils font des trucs, c'est rigolo, mais ça suffit pas quand 3 ans avant, t'as déjà eu un truc qui a complètement explosé tout ce qui était possible de faire dans un film de multivers. Et c'est ça qui m'a gêné, moi, fondamentalement, c'est que, en plus, tout ce truc-là là, dont tu parles, en réalité, c'est le dernier tiers de No Way Home, à peu près. Et avant ça, on est sur toute autre chose. On parle de Doctor Strange, on parle de l'identité de Peter Parker qui a été fuitée, de tout ça. Et en fait, quand tu prends le point A du début du film et le point final de la fin du film, bah, il s'est pas passé grand-chose en réalité. Non, il s'est rien passé. Non, parce qu'ils effacent tout d'un coup de baguette magique en fait. Et tu vois, t'as exactement résumé le truc. J'aurais adoré qu'ils partent sur la révélation de l'identité de Peter Parker au monde. Bien sûr. Tu faisais un film entier là-dessus. Tu fais ce que tu veux. Et d'ailleurs, le début est plutôt cool avec les gens qui le harcèlent. Tout ça, tu fais un film de procès, tu fais un film de je sais pas quoi. Enfin, ça pourrait être. Je suis pas scénariste, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Tu peux vraiment partir sur plein de trucs. Après, t'arrives sur Doctor Strange. Doctor Strange, alors, au-delà des facilités scénaristiques, il y a des incohérences scénaristiques. C'est-à-dire que Doctor Strange, on le fait passer pour un idiot du village qui ne sait pas ce qu'il fait. Alors que c'est l'un des plus grands super-héros de l'écurie Marvel au cinéma. C'est lui qui sauve littéralement l'univers, les univers d'ailleurs, grâce à sa vision du futur, quoi, dans Infinity War et dans Endgame. Et là, ça passe pour un guignol. Spider-Man arrive à le brain, n'importe quoi. Enfin, on est où? C'est ridicule. C'est vraiment ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est le film de Spider-Man. Du coup, tu seras un guignol. Voilà. C'est quand même étonnant en fait. Enfin, je comprends pourquoi Doctor Strange a besoin d'être là. Parce qu'il faut effacer l'histoire de l'identité secrète qui a été révélée et ensuite il faut permettre la réunion des 3 Spider-Man. Mais est-ce que tu peux peut-être en profiter pour le mettre en valeur un tout petit peu? Non. En fait, c'est juste, encore une fois, une figure de Tony Stark qu'on remplace pour mettre au-dessus de Peter Parker, quoi. Exactement. Et au-delà, et une dernière incohérence scénaristique, c'est Ned, son meilleur pote, qui arrive à ouvrir des portails multidimensionnels alors que c'est pas du tout un mec expérimenté dans l'histoire. Voilà, il fait juste 2 coups de doigts circulaires et ça marche. C'est ridicule. Ça fonctionne pas. Ils essayent de te faire pleurer et un peu tire larmes à un moment dans le film. Ça va pas fonctionner sur moi. Non, du tout. J'avais même complètement oublié cette scène. Tu vois, on l'oublie, ça va trop vite. On retient peut-être Willem Dafoe qui revient en bouffon vert, mais Willem Dafoe est un grand acteur, donc il arrive à tenir le truc. Sans Willem Dafoe, ça fonctionne pas des masses, hein, je trouve. C'est compliqué. Ouais. Si Doc Ock, quand même, Alfred Molina aussi qui est pas mal, qui est rajeuni, niveau effet visuel, il n'y a pas, par contre, à bouder son plaisir. Ils arrivent quand même à faire un truc très propre au niveau des CGI et des VFX, mais c'est pas incroyable non plus, tu vois. Je suis pas sorti en me disant j'ai vu un truc comme à l'époque Spider-Man 2 avec la scène du métro, avec tout ça, quoi. Je vais même te dire que je suis sorti de la salle de cinéma, j'étais déçu. Ouais. En fait. Parce que, évidemment, Internet étant ce qu'il est en 2021 et désormais en 2023, tu ne peux pas aller voir un film, même Day One, sans avoir été spoilé. Donc, tu savais ce qui allait se passer, mais quelque part, je m'en fiche un petit peu d'être spoilé. Moi, je fais pas partie des gens qui sont, on va dire, allergiques aux spoilers. Ce qui m'intéresse, c'est plus le voyage, tu vois. C'est comment on fait pour en arriver là. Et bah, le voyage, excuse-moi, mais... pas très intéressant. C'est poussif, hein. C'est très, très poussif, ouais. Et c'est très poussif. Autant, je kiffe tout ce quart d'heure où ils sont tous les 3 réunis. C'est cool. Mais derrière, en fait, t'aurais donné ça
à Phil Lord et Chris Miller. Bah, il te faisait une comédie géniale, il te faisait un super Spider-Man, mais évidemment, évidemment. Mais Alors je il y a pense des que ça blagues qui les sont intéressait rigolotes, même hein, pas, hein. Je pense mais que Phil Lord et Chris Miller, c'est juste, en fait, ça, c'est même pas un concept, ce qu'ils ont en fait dans le film. C'est juste une blague. C'est pas, eux, ils en font un film. Mm. C'est de réunir les trois. Je suis désolé, ça en fait pas un film. C'est juste une blague d'internet. C'est un mème. C'est pas normal, quoi. Donc, et enfin, pas normal. honnêtement, Je m'en je fous. suis honnêtement assez curieux des retours de ce qu'on est en train de dire spécifiquement sur No Way Home, parce que je sais que, enfin, j'ai l'impression que les gens kiffent Ouais, No Way Home, ne nous détestez pas, hein, s'il vous donc plaît. ils vont peut-être être un peu surpris de ce qu'on raconte et de comment peut-être on va le classer Ouais. dans tout ce listing, Ouais. mais je vous invite quand même à le re-regarder. Ouais. Euh, Par rapport aux autres Spider-Man, déjà. ouais. Et aussi en tant que film, ce que c'est. Au-delà du produit que c'est, parce que c'est un produit de consommation pour moi, hein, No Way Home. Oui. Et au-delà de ça, regardez-le en tant que film. Est-ce que c'est un bon film? C'est très subjectif, évidemment. Oui. Est-ce que par rapport, déjà comparez-le aux 7 autres, voilà, enfin il y a un truc quand même un peu bancal, hein, quand même. Et honnêtement, pour avoir re-regardé certaines scènes d'action, parfois en termes d'effets spéciaux, Ouais, hein. c'est compliqué, hein. Ouais, je sais À pas. vouloir trop en faire. Oui, En fait, on en vient. C'est marrant, je trouve que les films les moins réussis de toute cette saga, ce sont les films qui veulent donner dans la surenchère. Hmm. On a parlé du 3, Mhm. on a parlé du 2, ce qui est la même chose, enfin d'Amazing Spider-Man 2, c'est la même chose, Mhm. et No Way Home, c'est pareil. Ouais, c'est vrai. Et c'est quand même rigolo, ça devrait être un message quelque part. Oui, carrément. Non, carrément. Et ben, tu vois, je te propose qu'on classe. Je propose qu'on classe. Ouais. On commence par notre Spider-Man qu'on déteste. Vraiment le Spider-Man que tu as le moins apprécié. Et chacun va donner son classement au fur et à mesure. Écoute, j'ai longuement hésité parce que j'avais pas préparé mon classement avant l'émission, donc je l'ai fait un petit peu au fil de l'eau là Bravo. depuis tout à l'heure, et j'ai longuement hésité entre un et un autre, Vas-y. et je pense que je vais mettre No Way Home en dernier. Ah ok, ah ouais, d'accord, ok, ça marche. On va pas redévelopper pourquoi, hein, parce que là ça prendrait Non. un peu de temps, mais tu peux juste dire en un mot pourquoi. Juste en un mot, Ouais. déçu, Ok. et je préfère remater quelques clips plutôt que le film. Ok, je comprends. Ouais. Alors moi je vais pas mettre No Way Home en dernier, je vais mettre Far From Home Ouais, en dernier. Far From Home parce que je me suis ennuyé, je l'ai trouvé je peux comprendre. juste bon, plat, rien, ennui total. Ouais. Ensuite, Et ben moi c'est Far From Home, ok, du coup, juste en avant-dernier. ça marche. Pour ces Moi, raisons-là, c'est ouais, qu'il m'en est pas resté grand-chose. ça marche. Moi ensuite c'est No Way Home. Mm. En fait on a avant-dernier, c'est Ouais. No Way Home parce que trop de fanservice en fait. Trop de fanservice, tu le fanservice, et il n'y a pas de film pour moi. Pas de scénar, pas de film, donc ça en fait pas un bon film, ça en fait pas un bon Spider-Man. On est bien d'accord. Vas-y, je t'en prie. Ensuite, c'est Amazing Spider-Man 2, Mhm. pour ma part, parce que je sauve cette fameuse scène, justement, où il n'y a pas de sauvetage. C'est celle c'est de la mort. Ouais. Puisqu'on a dit qu'on ne spoilait pas tout à l'heure, donc je vais pas le redire. Mais oui, c'est honnêtement, cette scène-là, je suis content de comment ils l'ont traité, et c'est vraiment dommage que ce soit dans un film aussi médiocre, malheureusement. Ouais, ok. J'ai hésité entre le 1 et le 2, à cette place-là, entre Amazing 1 et 2. Je vais te suivre sur Amazing Spider-Man 2. Ouais. Même si la fin est très importante pour moi, mais pour les mêmes raisons, je vais le mettre ici. Ouais. Ok, donc en toute logique, là tu mets Amazing Spider-Man. Attends, c'est à toi maintenant. Moi je vais mettre Spider-Man 3 Ok. à cet endroit-là. En D'accord. quatrième, en quatrième en partant de la fin. Ouais. Parce que Spider-Man 3, autant c'était un kiff dans la salle étant gamin, autant c'est pas un film que j'ai très envie de regarder à chaque fois. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre, ouais. Je peux comprendre, mais moi je vais pas le mettre là, je vais mettre Amazing Spider-Man 1, t'avais raison, juste après. Vraiment, les deux de Garfield, j'ai mis à la suite. 1 parce que j'ai un peu hésité parce que j'aime beaucoup la fin du 2 et je trouve que ça aurait pu faire un 3 cool, mais tant pis. Mais comme tu l'as dit, le 2 est vraiment nul de A à Z. Et donc le 1, je trouve c'est une bonne intro. Le Spider-Man de Garfield est super. Et la chimie fonctionne bien. Rhys Ifans c'est cool en lézard, donc ouais, non, je le mets à cette place-là. Ok, impeccable. Juste au-dessus, en quatrième, donc en dessous du podium, je mets Amazing Spider-Man 1. Ok. Parce que j'aime bien l'incarnation de Garfield, j'aime beaucoup l'incarnation d'Emma Stone, et l'air de rien,
ça me fait plaisir de revoir ce film. Euh, ouais, ils auraient pu en faire plus derrière avec une vraie trilogie et un 2 qui aurait été meilleur. Mais voilà, celui-là, j'apprécie le revoir. Ouais, ok, je comprends. Moi, je continue, ça va être Spider-Man 3. Spider-Man 3 pour les raisons que tu as évoquées tout à l'heure, et puis le côté too much, trop plein, en fait, c'est ça, quoi. Il y a trop de super-héros, il y a trop de méchants, c'est pas bon, quoi. Enfin, ça Puis une fonctionne pas assez. écriture et un design aux fraises, hein. Ah, alors, le design, d'accord. Alors, sur Venom, oui, c'est compliqué. Mais sur d'autres, il y a des trucs intéressants. Mais en Ouais. fait, c'est un film un peu bizarre, un peu bancal, qui sait pas où il va. Est-ce Ouais. qu'il est full humour? Est-ce qu'il est full sérieux? Tu sens qu'ils sont un peu en bout de course. Et Oui, même Sam Raimi, il a un peu renié ce film. Il en est déçu. Donc, on peut comprendre pourquoi, quoi. bien sûr. Ok, moi en troisième du coup, en fin de podium, je suis sur Spider-Man Homecoming. Ok. Parce que Spider-Man Homecoming, c'est un très bon moment. Je l'ai pas mentionné, mais il y a un thème musical très cool de Spider-Man par je sais plus qui. Michael Giacchino. Merci. Ouais. Ça j'aime bien. J'aime bien Tom Holland en Peter Parker, surtout en Peter Parker d'ailleurs, plus Mhm. en Spider-Man. Ça donnait lieu à pas mal d'espoir pour la trilogie. Bon, on a vu avec mes classements plus tard que non. Mais j'aime beaucoup Spider-Man Homecoming. Ouais, moi aussi. Je pense qu'on va avoir le même top 3. Clairement, moi aussi, je mets en fait Spider-Man Homecoming en numéro 3 pour toutes les raisons que tu viens de dire. Et c'est ce côté un peu frais, un peu cool de Ouais. Tom Holland. Tom Holland est jeune, et il est dynamique. Il est jeune et dynamique. Zendaya est sympa, ça fonctionne bien. C'est coloré, c'est un nouveau Spider-Man. Et il est un peu intégré au MCU. À l'époque, c'était cool d'avoir ce truc de Iron Man qui traîne un peu dans le coin. Il y a des scènes super du ferry. Moi, j'aime beaucoup la scène du ferry où il tient le Oui. ferry coupé en deux. La scène de Washington, elle est pas mal, et Michael Keaton est super. Donc, non, Hmm. c'est un bon film. Franchement, c'est en tout cas un bon Spider-Man et que je mets en numéro 3. Ouais, j'ai pas boudé mon plaisir devant ce film. Et bon, étant donné ce qu'on a dit tout à l'heure de Spider-Man 1 et 2, en toute vraisemblance, on a tous les deux Spider-Man 1 en deuxième et Exactement. Spider-Man 2 en premier. C'est ça, ouais. On a Bon. spoilé un peu vite, mais ouais, non, c'est ça. Bah ouais, Spider-Man 1, moi je le mets en deuxième parce que certes, il a posé les bases, mais il n'est pas allé aussi loin que le 2. Le 2, en Mhm. fait, vraiment a tout détruit sur son passage. Vraiment, il a tout défoncé, que ce soit en termes de design, que ce soit en termes d'histoire, que ce soit en termes de réal, que ce soit en termes même de thèmes abordés. Il y avait beaucoup de choses. Il va plus loin que la simple vision adolescente qu'on peut avoir de Spider-Man. C'est un Spider-Man plus adulte, je trouve, auquel on peut plus s'attacher. Et puis, il a un super vilain qui est Doc Ock, qui est vraiment excellent, quoi. Donc, et c'est dur de faire une suite, c'est dur de faire un 2. Ouais, Et c'est un excellent numéro 2 où tu sens que Sam Raimi s'est donné à fond, quoi. Donc, ouais. exactement. Bah, tout pareil. On a déjà dit un petit peu tout l'amour qu'on avait pour ces deux films et particulièrement pour le deuxième. Honnêtement, moi, quand ça passe à la télé ou quand j'ai envie de me refaire un Spider-Man, c'est plutôt vers celui-là que je vais, quoi. Ouais, pareil, je m'en fais le 2 aussi, hein. Je m'en fais le 2. Et donc Clairement. voilà, pour notre classement, vous qui nous écoutez et qui nous regardez, n'hésitez pas à nous donner votre propre classement. Ça nous intéresse énormément de voir, déjà d'une, si vous êtes d'accord ou pas avec nos classements, et vous-même, donnez vos classements des 8 Spider-Man. Vous pouvez même ajouter Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse si vous les avez vus. Ça peut être intéressant de voir où ils se placent aussi, ces deux films d'animation qu'on Mm. adore personnellement, hein. On est très très Ouais. fan de ces deux-là. Le classement aurait pas été similaire hein, si j'avais rajouté ces deux films. Pense que le top 3 aurait été très différent. Oui. Voilà. La fin, non. La fin aurait été très similaire, par contre. No Way Home est toujours nul. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube et Dailymotion. On est sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Évidemment, abonnez-vous dès que vous le pouvez sur votre application de podcast préférée, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, etc. Vous pouvez même lâcher étoiles et commentaires, ça nous aide énormément pour nous faire connaître. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous si vous appréciez ce qu'on fait. Et puis voilà, c'est un épisode un peu spécial. On reviendra pour un pop classique numéro 3 d'ici quelques temps. Sûrement, voilà, quand on partira en vacances Ouais. ou voilà, mais en tout cas, on a très envie, on a beaucoup d'idées à vous partager, beaucoup de classements à faire de grands films de pop culture qu'on a aimés ces dernières années. Et on espère que vous aimez le format. Et on vous dit à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut tout le monde.